Alors, il y a quelques semaines, il y avait un 101% qui coupait tout le temps. Vous savez, il y a des gens sur le forum qui ont dit que c'était pas drôle. Mais c'était pas... Le but, c'était pas d'être drôle, c'était vrai. C'était vrai, c'était pas une blague. Ça coupait vraiment tout le temps à cause d'un ordinateur pas assez puissant. Maintenant, l'ordinateur, il est puissant, et donc je suis d'affilée, donc on regarde le générique de 101%. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, la critique de Battle Block Creator. Je n'ai pas joué à ce jeu, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. Vous allez savoir pourquoi juste après. Un reportage sur Mania Planet, Retro & Magic sur Interstate 76. Et on commence avec... les news. Voici les premières images du jeu d'aventure exploration Lune. Nous avons encore très peu d'infos concrètes sur ce titre développé par 6 étudiants de l'Engmin, mais il est difficile de ne pas être intrigué par ce premier trailer. Inscrit au concours Hits Playtime du monde, se focalisant sur des projets d'étudiants en école de jeux vidéo, Lune est un jeu présenté par ces jeunes auteurs comme étant centré sur les notions de réflexion et de solitude où l'on peut contrôler la Lune. Rien que ça. Du coup, le joueur sera à même d'influer sur les marées, la lumière ou encore la gravité. On pourra par exemple remplir des pièces d'eau ou au contraire les vider afin de pouvoir emprunter de nouveaux chemins. La possibilité de forcer la Lune à se coucher permettra également de plonger l'environnement dans l'obscurité afin d'éviter de se faire repérer par des créatures telles que les gardiens de pierre. Lune est définitivement un jeu intrigant. De nombreux joueurs ayant découvert ce trailer sur internet ont déclaré que l'ambiance du jeu leur rappelait celle d'un Journey, ce qui est quand même un sacré compliment. N'importe qui ayant vu le sublime opening de Project Cross Zone l'an dernier n'a pu s'empêcher d'être pris d'un spasme orgasmique et l'écume aux lèvres essayer de prononcer les mots « doit jouer à ce jeu ». Déjà, rien que le concept est grandiose en réunissant de force les héros les plus emblématiques des éditeurs Namco Bandai Games, Capcom et Sega, et au diable la cohérence. Le système de combat promet des combos jouissifs dans ce tactical RPG, se rapprochant dans l'idée d'un super robot Tyson. Mais en plus, cerise sur le gâteau, cet opening qui hurle dans le moindre de ses dessins, j'ai été réalisé par Imaishi Hiroyuki et ses compères. Vous savez, les grands malades derrière Gurren Lagann. Bref, le jeu est sorti depuis octobre 2012 au Japon sur 3DS et arrive enfin de par chez nous le 5 juillet. Le jeu devrait avoir conservé ses voix japonaises et les textes seront traduits, mais seulement en anglais. C'est pas ça qui devrait décourager les joueurs de goûter au plaisir de faire se tataner Megaman contre Chun-Li ou encore les Valkyries contre les personnages de Sakura Taisen. Le jeu d'aventure point and click indépendant Gemini Rue, acclamé par la critique et les amateurs du genre, vient tout juste de sortir sur iPhone, iPad et iPod Touch. On le sait, ces jeux d'aventure old school, inspirés des classiques de LucasArts et Sierra, se prêtent parfaitement aux interfaces tactiles. Cette sortie est donc un petit événement, Gemini Rue étant en soi une petite merveille rétro. Influencé par le vieux jeu d'aventure Beneath a Steel Sky et le film Blade Runner, il nous propose d'alterner entre deux personnages, un ex-assassin qui débarque sur la planète Baracus et un type se réveillant amnésique dans un hôpital situé à l'autre bout de la galaxie. Aux joueurs de découvrir ce qui lie ces deux hommes alors qu'ils devront défendre chèrement leur peau. La version iOS de Gemini Rue a bien sûr été repensée pour les écrans tactiles via l'intégration d'une mécanique point and tap, un système de combat updaté et des icônes ainsi que des textes plus larges de manière à offrir une lisibilité correcte y compris sur des petits écrans. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais envie de jouer à Battle Block Creator. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les créateurs de Castle Crusher. En fait, Castle Crusher, c'est un jeu qui est juste trop bien. Je l'aurais jamais découvert si je n'avais pas travaillé à No Life. En fait, je me rappelle, c'était à l'époque où j'étais encore dans la rédac. Il y avait la cave qui était en train de tester le jeu. Les graphismes, dès que j'ai vu les graphismes du jeu, j'ai fait « C'est quoi ce truc ?» Il m'a dit bah, « Si tu veux, on peut jouer à plusieurs. » Il m'a passé une manette et j'ai pas beaucoup travaillé ce matin-là. Voilà, on a beaucoup joué à Castle Crusher, c'est vraiment bien, c'est un jeu de baston où t'avances, mais chaque personnage a une couleur et chaque couleur c'est un super pouvoir, voilà, c'est juste trop bien pensé, les dessins sont super beaux. Et donc c'est ces gens-là qui ont fait Battle Block Creator. Mais moi je voulais en venir à un jeu qui est à peu près pareil, qui est dans le même univers, mais qui n'a pas du tout le même game system, c'est Dungeon Defender. No Life a juste fait une petite news dessus, moi j'y ai joué, et je trouve ça bête qu'il n'y ait pas eu de reportage ou de sujet sur Dungeon Defender parce que ce jeu est juste trop bien. Mais on en parle après la critique de Battle Block Creator.
Battle Block Theater. 4 longues années de développement furent nécessaires au studio de Behemoth pour mettre au point Battle Block Theater, une exclue Xbox Live Arcade comme l'a été le jeu précédent du studio, Castle Crashers, avec le succès que l'on sait. Écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires, le beat'em all cartoon de Behemoth est depuis sorti sur PSN et sur PC. Mais très peu de jeux ont connu un tel succès sur XBLA. Dans la catégorie Million Sellers, on trouve ainsi une poignée de titres tels que Trials HD et sa suite, Battlefield 1943, Minecraft qui a dépassé les 6 millions, Fruit Ninja Kinect, Limbo, Super Meat Boy ou encore Uno. Même des titres aussi populaires et médiatisés que Braid, FaZe, Lara Croft and the Guardian of Light, Bastion ou Shadow Complex n'ont pas atteint le million d'exemplaires téléchargés. Et Castle Crashers s'est quand même vendu quasiment 3 fois plus qu'un Super Meat Boy ou un Limbo, deux des références absolues du XBLA. Un jeu phénomène donc, dont les ventes records ont permis au studio de prendre son temps, tout le temps nécessaire à la sortie de leur 3e jeu après Castle Crashers et Alien Hominid. 4 ans, c'est beaucoup quand même. Alors on va maintenant voir si l'attente était justifiée, ainsi que les 1,16 Go et les 1200 points nécessaires au téléchargement de Battle Block Theater. Good evening, boys and girls. Le premier contact avec la partie scénarisée du jeu est assez génial. Turn the lights down. La cinématique d'intro, plutôt longue, est mise en scène sous la forme d'un petit théâtre de marionnettes. La narration, en anglais sous-titré français, est assurée par le génial Will Stamper, un contributeur régulier au site communautaire Newgrounds, qui accueille entre autres une légion de jeux Flash. Pour l'anecdote, Newgrounds a été créé par Tom Fulp, co-designer de la version Flash d'Alien Hominid sur Newgrounds, mais également co-designer de Castle Crashers et de Battle Block Theater. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de surprenant à ce que l'on trouve Will Stamper dans les crédits du jeu. L'histoire donc, narrée par Stamper, présente Hattie Hattington, un sympathique bonhomme avec une tête singulièrement carrée. Ce dernier est parti en pleine mer avec tous ses amis pour se retrouver pris dans une violente tempête qui l'envoie bouler sur une île pas du tout déserte. Sur cette île, 2 rescapés sortent de l'épave échouée pour pénétrer dans un vieux théâtre rempli de chats. Des chats pas commodes du genre costaud qui semblent tenir un curieux business, une espèce de Koh-Lanta Live où des prisonniers sont envoyés au casse-pipe afin de récolter des gemmes. Les 2 rescapés croisent Hattie au moment où il est repéré par les chats, qui lui offrent un curieux chapeau. Assez classe avec ce haut de forme, Hattie n'en devient pas moins illico un tortionnaire et rejoint le camp des chats afin d'exploiter ses anciens amis dans un but à la fois lucratif et ludique. Visiblement, ce chapeau était maléfique. Et puis les chats s'ennuient également sur cette île puisqu'ils ont fait de la récolte de gemmes une espèce de performance théâtrale à grande échelle, dont vous êtes les têtes d'affiche. Le mot tête est choisi par l'auteur de cette critique avec une certaine malice, puisque celles de nos héros sont interchangeables. Il est ainsi possible de sauver plus de 300 prisonniers grâce aux gemmes récupérées dans les niveaux, ce qui permet de débuter chaque nouvel acte avec une tête toute neuve. La tête d'un prisonnier libéré donc, ou une tête obtenue via la machine qui permet de troquer une trogne contre une autre avec ses amis ou d'autres joueurs connectés. Oui, Battle Block Theater joue la carte de la collectionnite aiguë tout en proposant une dimension communautaire le rapprochant d'un Little Big Planet. Why did it do that? That was scary. Niveau gameplay, Battle Block Theater n'a pas grand-chose en commun avec Castle Crashers. Il se présente en effet sous la forme d'un jeu de plateforme puzzle coopératif, jouable à 2 en local ou en ligne. Sachant qu'il est également possible de jouer en solo, le level design étant alors modifié en fonction. Mais Battle Block Theater doit être joué en coop pour être apprécié à sa juste valeur. Il a en effet été pensé pour le coop. On parle ici du mode histoire, le jeu proposant d'autres modes multijoueurs pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs en local ou en ligne, dont on parlera plus tard. Ce mode histoire donc est proposé sous 2 formes, normale et insensée, soit 2 niveaux de difficulté pour 2 sauvegardes indépendantes l'une de l'autre. Ce choix n'a rien d'anecdotique, puisque votre perception de jeu changera grandement en fonction de ce dernier. Le mode normal est en effet un mode casual avec vie infinie, tandis que le mode insensé vous renvoie directement au début du niveau si l'un ou l'autre des joueurs perd une vie. Du coup, le joueur se voit contraint de choisir entre un mode hardcore au challenge sérieusement élevé et un mode détente où la partie coop est quelque peu sous-évaluée. Prenons un exemple. Ici, un joueur doit passer par une section de blocs destructibles située au-dessus d'une étendue d'eau pour s'emparer d'une gemme, tandis qu'un autre joueur situé en dessous doit prendre un bateau pour rattraper son partenaire en fin de course.
Dans le jeu, l'eau est en effet un élément mortel. Sauf qu'en mode normal, personne ne meurt. Du coup, la mécanique coop n'a plus aucun intérêt. Il suffit en effet qu'un seul des deux joueurs court pour attraper la gemme, se noie en le faisant, avant de réapparaître à proximité du second joueur ou du dernier checkpoint. On conseillera donc aux amateurs de challenge de jouer directement en mode insensé pour profiter à fond des mécaniques de jeu coop, ce qui aura d'ailleurs pour effet de multiplier la durée de vie du jeu, les niveaux se corsant très rapidement. À deux, en mode insensé, les joueurs finissent par acquérir un rythme se traduisant à l'écran sous la forme d'une chorégraphie maintes fois répétée. On projette son partenaire dans les airs qui se penche sur le rebord de la plateforme atteinte pour nous hisser à son tour, à moins qu'il n'active une plateforme permettant de le rejoindre en prenant un chemin alternatif ou en poussant un bloc obstruant un passage. En termes de level design, BattleBlock Theater se distingue par la richesse des puzzles proposés, les niveaux étant pensés afin de pouvoir être traversés en speedrun, ce qui nécessite une coordination parfaite des deux joueurs qui, une fois obtenue, s'avère extrêmement jouissive. Pour obtenir la note maximale, il faudra ramasser toutes les gemmes du niveau, certaines étant cachées, ainsi qu'une pelote de laine bonus, le tout aussi vite que possible, le temps passé dans un niveau étant pris en compte dans la notation. Autant dire que la rejouabilité est bel et bien présente, d'autant plus que les actes proposent des level time trial bonus et que certains niveaux contiennent un passage secret permettant de sauter une section en passant par un stage bonus. BattleBlock Theater situe son mode histoire dans une espèce de gros hub permettant de retourner dans les actes précédents tout en passant par une boutique dotée d'une dimension communautaire. La boutique permet en effet de libérer 4 types de prisonniers contre des gemmes, chaque type correspondant à une machine et à une forme de tête. On a donc les prisonniers à tête carrée, à tête ronde, à tête triangulaire, en forme d'étoile ou de rectangle arrondi, ce qui nous fait 5 types de têtes et non 4. Ceci s'expliquant par le fait que les têtes en forme d'étoile s'obtiennent autrement, grâce au succès débloqué sur Alien Hominid HD et Castle Crashers par exemple. Ce système permet de sélectionner plus simplement le personnage que l'on choisit d'incarner, la tête de chaque prisonnier libéré s'ajoutant en kit à notre écran de sélection. On peut aussi décider de les échanger avec d'autres joueurs, en local ou en ligne, au sein de la boutique. Il est en effet possible de libérer des prisonniers en double et il sera nécessaire de procéder à des échanges afin de parfaire sa collection. Une idée fort sympathique au demeurant. Autre point important, si les gemmes servent à libérer des prisonniers, les pelotes de laine, elles, servent à obtenir de nouvelles armes auprès des chats gardiens spécialisés dans le marché noir. En effet, outre sa dimension plateforme puzzle, le jeu intègre également un système de combat assez succinct, histoire de se défaire des chats ultra agressifs croisés dans les niveaux. Équipé par défaut d'une espèce de frisbee, on pourra débloquer un aspirateur, des grenades et ainsi de suite. Mais il est aussi possible de combattre au corps à corps via une mécanique pas franchement intuitive, nécessitant d'associer le bouton X à une direction du stick analogique. Autant le dire tout de suite, les combats ne sont pas le point fort de BattleBlock Theater, ce qui est tout de même un comble pour un titre développé par les auteurs de Castle Crashers. Un peu mou, franchement approximatif dans les coups portés ou non, il n'est pas rare de galérer de longues minutes face à un pauvre chat surexcité sautant partout. D'autant que les armes sont assujetties à une physique un peu particulière. En gros, on lance un projectile comme un ballon de volley, sachant qu'en plus ces projectiles sont mortels pour les joueurs eux-mêmes. Si on peut recommencer un niveau pour améliorer son parcours plateforme puzzle et les actions coop associées, les combats, eux, résistent à l'apprentissage pour conférer un petit côté aléatoire à sa finition. Déjà bien blindé niveau contenu, à ce mode histoire s'ajoute un éditeur de niveau, ainsi que 8 modes multijoueurs distincts, jouables en coop contre des IA ou en versus jusqu'à 4. Ces derniers se situent tous dans l'onglet Arène, en voici la description. Détrousseur d'âme est un mode se jouant à 2 contre 2, chaque team ayant sa propre couleur où l'objectif consiste à protéger son âme et à voler celle de ses adversaires en leur tapant dessus ou en leur sautant sur la tête. L'équipe qui parvient à conserver le plus longtemps les âmes adverses gagne. Mêlée est un deathmatch en équipe. Défi est un mode jouable en équipe où chacun pour soi, l'objectif étant de finir le niveau plus vite que les autres. Évidemment, l'équipe jouant en seconde position possède un avantage sur l'autre, raison pour laquelle l'ordre de départ change à chaque nouveau niveau. Roi de la colline demande aux 2 équipes de rester plus longtemps que ses adversaires sur des blocs en forme de couronne. Le monde en couleur confronte les équipes dans plusieurs phases de coloriage intense du niveau, l'équipe ayant le plus de blocs à sa couleur remportant le match. Ruer vers l'or, comme son nom l'indique, est un mode où il convient de ramasser l'or largué par une petite baleine pour ensuite le déposer à l'intérieur d'un coffre volant. L'équipe qui met le plus d'or à l'abri gagne, bien entendu. Ballon, sans doute l'un des modes les plus amusants de la sélection, est une partie de basket où chaque équipe doit parvenir à marquer des points en envoyant le ballon dans les paniers adverses. Ce qui n'a rien d'évident vu la physique un peu spéciale du ballon qui renvoie à celle des armes. Si on décide de jouer à ce mode coop, les 4 joueurs affronteront 4 IA avec la possibilité, pour le coup, d'attribuer des joueurs en défense et de se focaliser un peu plus sur le jeu de passe. Capture de cheval, enfin, est un mode capture du drapeau où le drapeau laisse sa place à une étrange monture. Il faudra donc voler le cheval du camp adverse pour le ramener dans son camp tout en protégeant le sien.
Avouez que pour un jeu à 15 €, The Behemoth n'a pas fait dans la léger. D'autant qu'à ces modes multi s'ajoutent les niveaux de la communauté, façonnés à l'aide de l'éditeur inclus, qui permet de créer des playlists jouables en mode histoire ou en mode arène. I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice. La réalisation de Battle Block Theater a tout pour séduire. Une gestion parfaite du coop, avec un écran de jeu s'élargissant sans à-coups en fonction de l'emplacement de chaque joueur, et une animation toujours au top, soit à 60 images par seconde. Une direction artistique séduisante, rappelant par moments le Blocks That Matter de Swing Swing Submarine. Des musiques absolument grandioses qui restent en tête, sans oublier l'excellente voix off de Will Stamper qui participe énormément au ton décalé du jeu. Le contenu pléthorique du titre a de quoi faire tourner la tête avec un mode histoire costaud et 8 modes arène jouables en coop ou en versus ne lésinant guère sur les maps. D'autant qu'à celle-ci s'ajoutent toutes celles créées par la communauté à l'aide d'un éditeur de niveau assez accessible et complet. Du coup, il ne manque pas grand-chose à Battle Block Theater pour en faire un titre indispensable, une petite tuerie téléchargeable. Un système de combat moins approximatif et un niveau de difficulté intermédiaire auraient par exemple changé la donne. L'interface du jeu manque également de clarté et demandera aux joueurs pas mal de tâtonnements. Une nouvelle fois, on ne saurait trop vous conseiller de débuter le mode histoire en difficulté insensée, l'absence de challenge du mode normal étant rédhibitoire. Mais à part ces quelques reproches, Battle Block Theater est promis un bel avenir sur XBLA et possède les atouts nécessaires pour réitérer le succès d'un Castle Crashers malgré une accessibilité moindre. Des contrôles parfaits pour tout ce qui touche à la plateforme, un level design de grande qualité, intégrant avec brio des interactions coop plutôt originales, une variété de puzzles et de situations plus qu'appréciables. Non, vraiment, Battle Block Theater mérite toute votre attention, alors n'hésitez pas à télécharger sa démo pour vous faire votre propre idée. Donc, qu'est-ce que c'est que Dungeon Defender? Il y a tout dans le nom, hein. Dungeon Defender, défendre le donjon. En fait, bon, là, dans l'idée, en fait, c'est qu'on est dans des donjons et qu'on doit protéger une sorte de gemme qui est au centre de l'écran. Et là, il y a des vagues d'ennemis qui arrivent. Bah oui, c'est un tower defense et vous devez tuer tous les ennemis. Mais c'est un tower defense immersif. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à 4 simultanément. Vous choisissez soit une chasseresse, c'est un peu l'archer si vous voulez, un prêtre, un chevalier ou un magicien. Et c'est en deux phases à chaque fois. C'est-à-dire la première phase, c'est que vous créez les défenses autour de votre diamant. Et la phase d'après, c'est la phase baston où il y a tous les ennemis qui arrivent, des vagues des fois de 2000 ennemis, où vous pouvez les bastonner avec votre épée si vous êtes chevalier et aller dans l'attaque, ou si vous êtes magicien, vous êtes derrière vos tours que vous avez créées et vous essayez de réparer vos tours que les ennemis cassent. C'est vraiment excellent parce qu'on peut jouer à 4 sur le même écran. Alors attention, il faut un grand écran parce que déjà que c'est écrit petit, quand on joue à 4, on comprend plus rien. Hein, voilà. Ce jeu est vraiment bien, sauf 2 choses. La première, les dessins. Alors je sais pas, j'ai l'impression que vous avez fini le jeu et se sont dit il nous faudrait des sortes de cinématiques avec des dessins. T'es stagiaire toi? Oui. Tu sais dessiner? Ah ouais. Bah vas-y, fais les dessins. Voilà. C'est sur quelle machine? Alors ça tourne, ce jeu tourne sur Xbox, sur PlayStation je crois aussi, vous pouvez l'avoir sur PC et sur Mac aussi. Alors sur Mac, ne l'achetez pas, tout simplement, ne le prenez pas sur Mac parce que le portage est raté et ça rame, même quand on joue seul. Donc c'est complètement loupé vu que des fois il y a 2000 ennemis à l'image, vous imaginez, ne le prenez pas sur Mac. On regarde le reportage sur Mania Planet. Nadeo, le studio responsable de Trackmania, un jeu de course ouvert à la communauté au succès hallucinant, a été racheté en 2009 par Ubisoft. Depuis, ils ont sorti en 2011 Trackmania 2 Canyon, accessible à partir de la plateforme Mania Planet. Mania Planet accueille depuis le 10 avril un autre genre de jeu, le FPS Shootmania Storm, tout en développant régulièrement l'offre Trackmania avec de nouveaux environnements tels que Valley et Stadium. Sachant qu'en plus, un 3e univers sera prochainement intégré à la plateforme, celui du RPG avec Questmania. Pour bien commencer ce reportage, réalisé dans les studios parisiens de Nadeo, on va donc s'intéresser à ce qu'est exactement Mania Planet. Le projet Mania Planet,
C'est un projet de studio dans son ensemble, d'apporter aux joueurs on appelait ça un Game Operating System, un endroit où en fait on peut jouer à des jeux, un peu comme Windows est pour les applications, mais là c'est pour les jeux. C'est dédié aux jeux vraiment, de jeux en réseau. Et on peut passer d'un genre à l'autre, la course, le jeu de tir ou le jeu de RPG, parce que c'est les genres les plus populaires. Mania Planet a une spécificité qui est où le joueur participe beaucoup à cette plateforme en tant que telle, quoi. Donc c'est en ça que c'est un système beaucoup. Mais bien entendu, comme c'est pour le jeu, c'est toujours vu de l'aspect est-ce que le joueur va pouvoir venir et facilement jouer à tout ça, quoi. Un operating system donc, dont l'actualité majeure est la sortie, dans sa version complète, de Shootmania Storm. Un titre pensé, entre autres, dans l'optique de créer un FPS compétitif accessible au plus grand nombre. Shootmania va bientôt sortir, donc c'est le 10 avril. Et à ce moment précis, on va basculer de la préparation de Shootmania, c'est-à-dire que regarder au contact des joueurs, parce qu'on a fait une bêta avec quelques centaines de milliers de joueurs qui sont venus, ça nous a permis de préparer un petit peu ce qui allait être Shootmania, et c'est ça la release, quoi. C'est-à-dire qu'on va sortir, donc, il y aura des nouveaux éléments dans cette sortie, mais pour moi c'est la passation de pouvoir, je dirais, entre Nadeo et les joueurs, quoi. C'est là où ils vont commencer véritablement à pouvoir créer plein de choses. Et quand on va aller en ligne, on va être sur une diversité permanente faite par des passionnés, sur des genres différents. Et ce sera aussi le coup d'envoi d'une compétition plus large, parce que pendant qu'on était en phase de test, on disait attention, on pourrait changer le gameplay, attention, on pourrait revenir sur des fondamentaux, on pourrait revenir sur des choses, mais à partir du moment où on va envoyer le jeu, on va faire attention à une certaine stabilité sur vos données et votre acquis en termes de dextérité. Et donc les systèmes de compétition seront plus matures. À ce moment-là, je prends un exemple, le matchmaking devrait être dans sa version 1.0 pour le lancement. Et donc on va commencer à monter au classement. Jusqu'à présent, on s'est permis de réduire les nombres de points de classement, d'adapter les coefficients de vitesse, de dire non, ça va être ça la règle ou ce genre de choses. C'est ça pour nous la sortie de Shootmania. Une sortie en forme de passation de pouvoir donc entre le studio de développement et la communauté Mania Planet. Le principe donc de la bêta avec la communauté, pour nous, c'était d'être capable d'être dans une sorte de laboratoire. On a commencé avec les choses les plus simples et d'être capable d'ajouter un ingrédient et puis de voir ce que ça donne, d'en ajouter un autre et puis de voir ce que ça donne. Un peu comme on voit ces immeubles qui se font faire des fondations, on a envie que ce soit solide, c'est pas très intéressant d'une certaine manière à ce moment-là, mais on teste, on consolide toutes les bases et ça a été ça l'échange avec la communauté à ce moment-là. On a eu des compétitions haut niveau par exemple qui m'ont permis soit d'infirmer, soit de valider un certain nombre de points, et tous ces entraînements, ces compétitions telles qu'on avait lancées déjà il y a un an qui était l'open de la bêta, on a comme ça des feedbacks et on peut adapter nos fondements. Ça a été long parce que c'est un nouveau genre de jeu, enfin au sens, pas dans le monde mais pour nous, et donc il fallait vraiment que nos bases, qu'est-ce que c'est que Shootmania, soit fait pendant ce temps-là. Cette sortie officielle signe donc la fin des itérations et des tests pour les développeurs. Les bases sont là, aux joueurs de construire dessus, avec le support bien entendu des équipes Nadeo. Le studio s'est ainsi attaché à créer un titre équilibré, à la fois pour les joueurs et les créateurs de contenu, sachant que les deux sont liés. Un contenu spécifique, comme un nouveau mode de jeu par exemple, ne sera a priori développé et enrichi par les joueurs que s'il rencontre son public au sein de la communauté. Et là, le jeu se confronte potentiellement à un problème, celui d'offrir un jeu visant le sport électronique alors qu'il est laissé aux mains de la communauté. Le fait que le jeu soit en constante évolution, il y en a qui pourraient dire que c'est un problème, quoi. Éventuellement, pour le e-sport, les compétitions, les trucs comme ça, c'est vrai et c'est pas vrai. D'abord, j'avais vu récemment un article sur le fait que League of Legends remettait en question ses équilibres régulièrement. À moins forte fréquence, il y a des équipes qui sont remises en question dans StarCraft par exemple. Ça participe du fait qu'il y a une sorte de renouvellement et donc de capacité à rentrer un peu dans le jeu à n'importe quel moment. Shootmania est encore plus spécifique à ce moment-là, puisque comme les maps, les cartes, les niveaux changent, et ben quand on arrive 6 mois après, on ne se dit pas « Ah, il va falloir que je rattrape 6 mois de bachotage que je n'ai pas fait parce que je suis arrivé après », je peux rentrer dans la compétition beaucoup plus vite. Et ça va être vraiment on dit le skill, mais ma dextérité, mon habilité qui va me permettre de progresser plus ou moins vite.
Le fait que les modes de jeu ne soient pas figés dans le marbre ne serait donc pas un problème en soi. Néanmoins, il apparaît évident que des modes spécifiques se doivent de fédérer un large public. Par contre, il y en a qui disent c'est intéressant d'avoir une communauté unie autour de certains modes, parce que si on a 3% qui sont là, 3% qui sont là, 3% qui sont là, au final on n'a pas une histoire commune. Je dirais, le sport, par exemple le football est populaire parce que c'est le plus populaire. Enfin, dans le sens, au Japon il y a du baseball, aux États-Unis c'est le football américain. Donc c'est intéressant qu'il y ait des disciplines ou des modes qui soient les plus populaires. Il y a un effet boule de neige à ce moment-là, parce qu'on se dit bah, autant s'intéresser aux plus populaires en quelque sorte. Et ça, c'est de toute façon des phénomènes émergents des communautés, dans le sens où Dota ou Counter-Strike se sont retrouvés dans ce cas-là, parce que c'est des modes créés par les joueurs. Nous, on a un rôle quand même catalyseur pour essayer de garantir plutôt un certain niveau d'exigence par rapport à ces modes, dans l'idée que les créateurs ne s'intéressent pas forcément à un instant donné à tous les éléments essentiels et positifs de la compétition tels qu'on a pu les penser. Donc on a voulu placer la barre avec la sortie sur un mode 3v3 avec un seul attaquant, donc un spectateur unique, donc on est capable de suivre l'action et on a un scoring et des rebondissements, un timing de match, une fatigue de l'action, une compréhension des enjeux, tout ça, on a réfléchi tout ça pour un mode. Et comme ça, la communauté pourra faire émerger des choses peut-être plus intéressantes ou pas, c'est pas vraiment le sujet, mais à partir de ce point de départ, quoi. Notre rôle est un rôle de challenger. Pour Nadeo, la création de la plateforme Mania Planet elle-même requiert 70% du travail des équipes, les 30% restants étant, de façon schématique, répartis sur les 3 jeux en eux-mêmes, soit Trackmania, Shootmania et Questmania. Ce qui demande du travail, c'est faire par exemple l'éditeur de niveau, le fait de pouvoir faire ses vidéos, le fait de pouvoir faire ses serveurs, le fait de pouvoir faire ses systèmes de classement, le fait d'avoir les classements régionalisés, le fait d'avoir des data custom, n'import d'objets, le système de lumière. Donc tout ça, en fait, c'est tellement de travail que dans le fond, quand on a fait la carte de notre temps de travail, bon, on aurait pu dire, ils sont débiles, enfin je le dis, hein, on aurait pu dire de faire 3 genres de jeux, mais à la limite, ce qui serait un peu plus stupide, c'est de faire tout Mania Planet que pour un genre de jeu. Donc le levier était vraiment, je trouve, plus intéressant de dire, bon bah faire un FPS, il y en a d'autres qui l'ont fait, je caricature, hein, parce que c'est sûr que c'est du travail, mais programmer un certain nombre d'actions possibles pour le personnage, c'est un travail. Mais de faire ensuite qu'on ait un FPS, que les joueurs peuvent créer leur mode, on crée les concepts de script, les concepts de tout ce que j'ai dit avant, ben, c'est tellement de travail qu'on s'est dit, ah oui, on est légitime à apporter ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille sur ce programme, dans le genre du FPS. La priorité pour Nadeo est la notion de partage qui s'appuie sur une culture commune des fans dont les fondements se situent dans Trackmania. Mania Planet permet de réunir une communauté autour de plusieurs genres de jeux en leur proposant des outils similaires. Si on sait faire une map dans Trackmania, alors on sait la faire aussi dans Shootmania Storm, c'est l'idée. Et les idées justement, les joueurs n'en manquent pas. Shootmania le FPS peut facilement se transformer en Shootmania le jeu de plateforme. Là par exemple, justement, c'est un mode qui a été créé par un joueur. Et c'est là, il essaie. Oh bah justement, il arrive sur une petite corniche. Il doit passer un checkpoint. Donc si jamais il doit recommencer, ça va être ici. Là, les murs vont l'éliminer. Donc il doit marcher très vite sans toucher le bord des murs. Non, c'est amusant. J'ai jamais vu. C'est vraiment inventé par les joueurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Bon, passer par dessus ce petit joueur. Ici, à mon avis, il va pas passer là. Si, alors il l'a tiré, on le voit pas. Parce que là je suis en spectateur avec un délai, mais il a tiré, il va rebondir sur le mur, faire un wall jump. En fait, au moment de la plateforme, il a tiré sur ses pieds, il a fait un rocket jump. J'appelle ça un rocket walk, parce que on l'a programmé. C'est pas un gros rocket jump qui permettrait de passer par trop d'endroits dans les maps, mais comme ça dépend de la hauteur, on peut marcher sur un tapis de coussin d'air en quelque sorte, en tirant des roquettes vers le bas, et faire et franchir comme ça un espace plus lent s'il y a un décrochage en dessous. Là c'était un rocket jump parce qu'il n'en a fait qu'un, mais on peut faire du rocket walk avec. Et ça c'est le type d'ingrédient qu'on ajoute, parce que c'est de la physique, et après il s'amuse avec cette physique à faire des... Là le parcours d'obstacles, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous avez des gens qui essayent
de faire des records sur des maps qu'ils ont fait eux-mêmes. Et c'est vraiment... Une fois que vous avez mis la performance et multijoueur, comme vous savez, si vous êtes le meilleur joueur de plateforme de Paris, au contact de d'autres joueurs qui vous apportent des nouveaux niveaux en permanence, vous avez un peu le plateforme ultimate en quelque sorte, au sens purement skill. Pas d'infos sur Questmania en revanche, pas pour le moment, sinon que le jeu travaillera sur des valeurs telles que l'exploration, la découverte, l'imprévu, l'évasion, pour finalement s'éloigner de la notion de compétition, qu'elle soit individuelle ou collective, inhérente à Trackmania et Shootmania. Quant à savoir si Questmania se rapprocherait ou non d'un Minecraft, la réponse est non, même si Nadeo ne cache pas son admiration pour le travail de Mojang. Le fait que Minecraft existe nous simplifie la vie, nous a simplifié la vie, merci Minecraft, ce genre de choses, parce que les gens peuvent plus facilement comprendre un peu l'ambition de notre démarche, en quelque sorte, qui n'est pas celle de Minecraft, mais qui fait quand même appel à la puissance des joueurs qu'on veut mettre au cœur de notre projet. C'était notre slogan Powered by Players, Play, Create and Share en 2005 avec Sunrise, et c'est bon d'avoir des champions, toujours dans notre catégorie. Ça attire aussi des joueurs qui ont découvert ça et qui disent tiens, j'aimerais aussi m'intéresser à faire autre chose. Si jamais je veux jouer à me battre dans des décors de Minecraft, parce que je dis oh, c'est bien, on peut créer ces décors et se battre dedans, faire un combat, la bataille. Bon on se dit on a un jeu plutôt approprié pour ça. Le jeu en question est bien entendu Shootmania, vous l'aurez compris. Un titre disponible au moment où vous verrez ce reportage, sachant que sa critique sera diffusée en début de semaine prochaine dans 101%. Alors, autre défaut dans ce jeu trop bien, je vous ai dit qu'il y en avait deux, la traduction. En fait, la traduction est juste pas possible. Je sais pas. Je pense que la traduction a été faite dans un pays anglophone et que le mec parlait pas français. Donc il a pris un outil de translation et puis il s'est dit hop, copier-coller. Ou alors c'est le mec en France qui savait pas parler anglais et qui a copié-collé aussi d'un outil de translation. Parce que par exemple, à chaque fin de niveau, il y a écrit en géant sur l'écran, de passer au niveau suivant. Quand même, non, c'est le truc que tu vois tout le temps. Parce que quand tu joues au jeu, ça apparaît tout le temps. Et alors après, il y a, quand vous mourrez, il y a des phrases qui apparaissent. Vous savez, pour vous encourager à continuer, genre, je sais pas, entraîne-toi encore. Alors j'en ai noté quelques-unes. Alors attention. Être courageux, qui je suppose... être courageux. C'était à mon avis, be brave. Il y a travail d'équipe essentiel. Position forte. Position forte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et mon préféré, c'est nous pouvons faire ensemble. Et après, il y a même les armures. Le nom des armures est aussi complètement fucked up. Enfin, baise en haut plutôt. Donc, moi j'ai gagné la stupéfiant chance chemise de maille. Et il y a des conseils aussi lors des temps de chargement. Et les conseils, c'est vous pouvez atteindre super rare élément ou, mon préféré, le taux du casting du héros est essentiel pour le héros. Tout est dit. Mais le jeu est bien, hein. Red Wine Magic sur Interstate 76. Je suppose que ça se dit en anglais, mais... Certains jeux entrent dans la légende. Peu de gens les connaissent, peu de gens y ont joué, mais glissez leur nom dans une conversation entre gamers et vous verrez peut-être au fond de l'œil d'un amateur éclairé briller fugacement l'étincelle trahissant la réminiscence de plaisirs secrets. Indubitablement, Interstate 76 est de ces jeux aussi mythiques qu'une virée sur la route 66. Les années 70, le disco, le funk, les coupes afro, les moustaches, les pantalons pas de def, mais aussi la crise du pétrole. Voilà l'univers d'Interstate 76, une Amérique uchronique où la crise s'est prolongée jusqu'en 1976, faisant s'écrouler le gouvernement et laissant le contrôle d'un pays fracturé à des gangsters du bitume faisant régner la terreur. Pour combattre ces nouveaux seigneurs de guerre, des justiciers motorisés font leur apparition. Jade Champion est l'une d'entre eux. Alors que le jeu commence, Jade est assassiné par le seigneur du crime Antonio Malocchio.
Groove, le frère de Jade, devient alors justicier à son tour et se lance à la poursuite du vilain, aidé dans sa quête de vengeance par Taurus, un grand black poète de la CB, et Skeeter, le mécano touche-à-tout, jamais à court de bons tuyaux. Vous l'aurez compris, Interstate 76 puise son inspiration tant du côté de Mad Max que de Starsky et Hutch et Sheriff Fais-moi peur. Si l'intrigue est traitée sérieusement et l'univers relativement réaliste, le jeu n'est pas avare en second degré et les dialogues entre les protagonistes s'avèrent truculents. Comme pour mieux marquer ce décalage, Activision a choisi d'adopter une direction artistique étonnante avec des personnages aux modélisations anguleuses. Côté gameplay, Interstate 76 mélange conduite et fusillade. Les bolides y sont équipés de mitraillettes, tourelles et lance-roquettes et se livrent un combat sans merci pour la domination de la route. Le jeu propose une campagne narrant le combat des justiciers contre Malocchio, mais aussi un mode escarmouche permettant d'affronter l'ordinateur ou d'autres joueurs sur des cartes plus ou moins scénarisées. Interstate 76 est basé sur le moteur de MechWarrior 2, et on y retrouve quelques éléments issus de cette série, notamment tout ce qui concerne la customisation de la voiture et de son arsenal. Un effort tout particulier a été réalisé afin de donner vraiment aux joueurs le sentiment d'être dans la voiture. Il est possible de tourner la tête pour regarder le tableau de bord, d'utiliser la CB, de pointer une arme par la fenêtre pour tirer sur un ennemi approchant par le côté, et ainsi de suite. Cela contribue énormément au charme du jeu. Il est à noter que le jeu propose un radar, mais pas de minimap. Si le joueur veut savoir où il est, il devra déplier sa carte et se repérer tant bien que mal. Certains niveaux étant plutôt vastes, il peut arriver que l'on se perde. Impossible enfin de ne pas mentionner la bande-son funky à souhait composée par Ario Salazar du groupe de rock Third Eye Blind avec la participation de Tom Coster, le claviériste de Santana. Un add-on, le Nitro Pack, verra également le jour l'année suivante. Bien qu'Interstate 76 n'ait rencontré qu'un succès d'estime, Activision lui donne une suite 2 ans plus tard, Interstate 82. Comme son nom l'indique, le jeu se déroule désormais dans les années 80, et on incarne cette fois-ci Taurus, obligé de faire équipe avec une punkette nommée Sky pour faire face à une nouvelle conspiration. La grosse nouveauté d'Interstate 82, peut-être inspirée par GTA, est la possibilité de descendre du véhicule et continuer le combat à pied. Malheureusement, bien que techniquement très correcte, cette suite ne parvient pas à retrouver le charme de l'original. Les développeurs ont voulu rendre le jeu plus nerveux et plus axé sur le combat, laissant sur le bas-côté toutes les petites touches qui donnaient à son prédécesseur sa personnalité. Dommage. La série Interstate donnera également lieu à une série spin-off sur console de salon, Vigilant 8. On retrouve de nombreux éléments de l'original, les années 70, les justiciers de la route, les bolides armés jusqu'aux dents, et même les constructeurs de voitures fictifs sont communs aux deux séries. Mais là où Interstate traitait son univers de façon plus ou moins réaliste, Vigilant 8 prend le parti du gros porte-nawak jouissif et débridé, avec power-up et armes délirantes. Au contraire d'Interstate, avec ses missions hautement scénarisées et ses étendues sauvages s'étendant à perte de vue, Vigilant 8 propose une série de deathmatch dans des arènes. Le joueur y affronte un ou plusieurs pilotes ennemis dans un combat à mort. Il existe bien une histoire, mais celle-ci est très secondaire. Le jeu, plutôt fun au demeurant, rencontrera un joli succès sur PlayStation. Ce succès lui vaudra d'ailleurs de connaître l'année suivante une suite intitulée Second Offense, encore plus délirante que l'original, c'est dire. Interstate 76 reste à ce jour un titre unique en son genre, proposant un gameplay d'une très grande richesse dans un univers accrocheur. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de l'essayer, nous ne saurions que trop vous recommander de ne pas résister plus longtemps à l'appel de la route. Voilà, ce 101% est terminé, il faut tester Dungeon Defender. Jouez-y avec vos amis, il est bien ce jeu. Et si vous ne croyez pas, regardez ces vidéos de gens qui pensent comme moi. Dungeon Defender, c'est bien. Dungeon Defender, c'est bien. Non mais c'est vrai en plus, c'est bien.